Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Service Gagnant au pluriel. Bonne année 2025 à tous. La première émission donc de l'année, l'émission qui favorise les échanges avec nos deux invités du jour que sont Marie Benoît, troisième joueuse belge et première joueuse francophone. Bonjour Marie et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir ici. Avec plaisir, merci à vous d'avoir répondu présente. On aura l'occasion de parler de cette année 2024, mais également vos perspectives pour l'année ici 2025, dans laquelle nous sommes. À vos côtés, le président de Padel Belgium, Olivier Buchet. Bonjour Olivier. Bonjour. Les fêtes se sont bien passées? Toujours. Oui. Et vous Marie? Pareil. Ah, très bien. Calmement. Vous l'aurez compris, donc on aura l'occasion aujourd'hui de parler paddle et tennis. On va commencer avec le tennis et peut-être l'année 2024 avec un événement marquant, j'imagine, votre troisième sélection à la Billie Jean King Cup. Comment s'est-elle passée? À nouveau une très belle expérience, un long voyage en Chine, partir en équipe, représenter son pays, c'est toujours un honneur, donc voilà, toujours une expérience que je garderai en souvenir. Qu'est-ce que cette expérience a de particulier? C'est le voyage, le fait que ce soit plus loin, plus exotique peut-être? Je dirais dans un premier temps, c'est déjà pouvoir représenter son pays. On ne joue pas que pour soi, on joue aussi pour son pays. C'est un peu une autre manière d'aborder, on va dire, la compétition. Et puis, je dirais que c'est l'aspect un peu principal qui diffère de notre quotidien de tournoi où on est un peu plus en solitaire, on va dire. Oui, jouer pour son pays et en équipe ici forcément. Alors, comment ça s'est passé avec les autres joueuses? Ça s'est très bien passé, l'ambiance était bonne. On se connaissait déjà en grande partie parce qu'on était partis un peu plus tôt dans l'année à Orlando, en Floride. Donc l'entente était très bonne et voilà, il y avait une nouvelle jeune, Van Drom, qui était présente. Mais voilà, c'était une très bonne ambiance et on a essayé de se porter l'une et l'autre vers au maximum pour sortir le meilleur durant ce voyage en Chine. Justement, vous, c'était votre troisième sélection. Je le disais, quel conseil vous avez pu donner justement à ces joueuses pour qui c'était la première fois? Je dirais qu'en soi, Sophia et Anne, elles étaient présentes aussi à Orlando. Du coup, on était déjà un peu dans le sujet. Et puis, il y avait Yéline qui était un peu plus jeune, mais on sent qu'elle a déjà vécu des bons événements, vu que c'est quand même une très bonne junior, qui a déjà joué des gros événements et performé. Donc, on la sentait pas trop stressée. C'était aussi un peu pour la mettre dans l'équipe progressivement, parce qu'elle a probablement un futur aussi dans cette équipe. Elle a notamment gagné la streetball à Charleroi, c'est bien de le souligner également. Quel est le sentiment qui prime avec un peu de recul? Je dirais que il y a ce sentiment de fierté quand même. C'est vrai que quand on est en plein dans la compétition et dans l'événement, parfois on réalise un peu moins la situation parce que on veut bien faire, on est un peu plus stressé, on s'entraîne pour performer. C'est vrai qu'avec le recul, il y a un peu plus ce sentiment de fierté, de se dire ah oui, c'est quand même un événement. Il faut en profiter quand on est vraiment sur place au moment même parce que ça va donner une expérience pour la vie et avec le recul, c'est quand même une certaine fierté et une chance d'avoir vécu en fait ce genre de choses. Oui, on le rappelle, la Belgique menait 2-0, puis revenir à 2-2, on perd en double. C'est pas un peu frustrant quand même, je veux dire, ce genre de déroulement? Oui, clairement un peu frustrant parce qu'on se rend compte que finalement on était très proches. C'est sûr qu'en partant, on savait qu'on n'était pas nécessairement les favoris. Et finalement, on se retrouve à 2-2 avec le double décisif. Donc on se dit mince, mais en même temps, on avait aussi, pas la chance, mais on s'était donné la chance de pouvoir jouer un double décisif alors que cela aurait pu être 0-3 et c'était fini. Donc voilà, maintenant ça prouve aussi qu'il y a moyen il faut se battre et se donner la chance et rien n'est fait avant la fin, clairement. Donc, un sentiment de frustration, oui, mais en soi, on a donné le meilleur et on ne sait pas faire plus que ça. L'important est d'aller jusqu'au bout. Est-ce que pour l'année 2024 qui s'est écoulée, d'autres événements, d'autres compétitions vous reviennent comme ça?
Je dirais que tous les titres et les victoires de tournois sont quand même mémorables parce que sinon, toutes les semaines, généralement, si tu ne gagnes pas de tournoi, tu perds. Et donc, pouvoir vraiment sortir de la semaine avec 0 défaite et avec un titre, c'est toujours quelque chose qu'on prend et qu'on retient. Donc, il y avait les titres en Autriche, aux États-Unis. Je dirais que toute victoire a une saveur particulière et qu'on retient. Côté paddle, Olivier, 2024 aussi a été une belle année avec cette nouvelle casquette de président. Comment se sont passés vos débuts ? J'ai été élu président de Paddle Belgium le 8 octobre, donc ça reste assez récent. C'est un chouette aboutissement. Si je suis pratiquant de paddle occasionnel depuis une trentaine d'années, je me suis vraiment investi dans le paddle depuis 6 ans, 7 ans. Et c'est une forme de reconnaissance qui me plaît beaucoup, hein. On ne va pas se cacher. Et en quoi consiste exactement votre rôle, pour ceux qui nous regardent mais qui ne savent pas? Alors, Paddle Belgium est une organisation qui est constituée à part égale par les néerlandophones et les francophones du pays. Et elle ne s'occupe que de ce qui est national ou international. Donc, en clair, on organise des tournois nationaux, les championnats de Belgique, et l'organisation de la représentation belge au niveau international. Marie, est-ce que ça vous arrive de jouer parfois au paddle ? Ça m'arrive de temps à autre, mais je ne peux pas dire souvent parce que entre les entraînements, les voyages, etc., je vais le faire peut-être avec des amis pour jouer, pour m'amuser une fois, mais c'est pas... Le temps manque. Voilà, je comprends. Mais justement, Olivier, je reviens avec vous, mais même si vous êtes président depuis octobre, vous nous le disiez, mais quel est le bilan de l'année 2024 pour Paddle Belgium ? On peut être que content de ce qui se passe. Les 2 ligues, donc néerlandophones et francophones, progressent, et en nombre de clubs, et en nombre de terrains, et en nombre d'affiliés. Le nombre de matchs de compétition a quasiment augmenté de 50% par rapport à 2023, donc c'est un gros succès. Et l'année n'est pas finie. Et à quoi on doit ce succès selon vous ? C'est vraiment le fait d'être dynamique et motivé ? Oui, il y a un dynamisme, il y a une motivation chez tout le monde. Il y a quand même beaucoup d'infrastructures qui se créent un peu partout en région francophone, un peu moins du côté flamand maintenant. Et ces infrastructures, les gens veulent les faire vivre, et donc il y a un vrai dynamisme. On peut comparer le dynamisme du paddle d'aujourd'hui à celui du tennis des années 80, où on voyait des clubs fleurir un peu partout, et tout le monde se met au tennis. On fait un peu la même chose maintenant avec le paddle. Oui, c'est vraiment un sport qui est en plein essor, et qui connaît un succès auprès des jeunes notamment. Ça commence vraiment à se voir. On organise des tournois nationaux pour les élites belges de tout âge, mais y compris les jeunes. Il y a 2 ans, ça ne ressemblait pas à grand-chose. Là maintenant, en novembre, j'ai été voir un tournoi à Bruges. Il y avait des gens de tout le pays, y compris des Wallons qui venaient vraiment de loin. Le niveau est incroyable par rapport à ce que c'était il y a 3, 4, 5 ans. Où n'importe qui prenait une raquette et pouvait être champion de Belgique en jeune, quoi. On peut parler d'un joueur aussi en particulier qui a vécu une très belle année 2024. Je parle forcément de Clément Gaines, qui est le numéro 1 belge. Un petit mot sur son parcours, Olivier ? C'est le plus méritant d'entre nous. C'est le plus courageux. On peut dire beaucoup de mots derrière plus, et c'est chaque fois lui. C'est le premier Belge à rentrer dans le top 100. C'est le premier Belge qui a gagné un tour dans un tournoi majeur au paddle. Là, il est 95e, c'est absolument merveilleux, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Et selon vous, quelles sont ses principales qualités ? Il n'est jamais content. C'est jamais assez. Tous les sportifs de haut niveau, c'est toujours les mêmes. Ils n'aiment pas perdre. Ils sont volontaires, ils sont accrocheurs, ils sont perfectionnistes. Ils n'en ont jamais assez. Voilà. Peut-être ça. Et vous avez également connu Clément lorsqu'il était joueur de tennis. Oui, tout à fait. Et c'était le même. C'était le même. Il a été, de mémoire, 8e junior mondial, 245e adulte. Et c'est la même chose. La mentalité est la même. Je pense que de toute façon, n'importe quel sportif affiche cette mentalité, qu'on soit tennisman, footballeur ou boxeur. Si on ne va pas à fond, on n'arrive nulle part. Vous rejoignez Olivier sur ce point, Marie ?
Oui, clairement. Alors, concernant le sport de haut niveau, clairement, et concernant Clément, pour l'avoir côtoyé un peu quand il était jeune, oui, voilà, clairement, un joueur intelligent et qui n'a peut-être pas eu de chance niveau blessure aussi, au point de vue tennis, mais qui a trouvé sa transition parfaite finalement pour le paddle. Mais oui, clairement, en termes de... Quand on est joueur de haut niveau, l'exigence. Voilà, il y a de l'exigence, une sorte de perfectionnisme qui n'est pas toujours bonne, parce que la perfection, comme on dit, n'existe pas, mais on est toujours à la recherche, par contre, quand même, de ça, parce que si on veut évoluer, il faut continuer. On ne peut pas juste être contente avec un certain niveau de jeu ou autre. On veut plus. Clément n'est pas le seul joueur à exceller à l'étranger, Olivier. À ce niveau-là, il est un peu le seul, mais il y en a d'autres derrière qui progressent bien. Il y a des jeunes qui sont en train d'arriver. Je prendrais Arnaud Messen, Nathan Lambrex. Ils s'exportent assez bien et ça progresse. Il y a aussi des joueurs qui ont l'âge de Clément, voire même 1 an ou 2 en plus, et qui continuent à progresser. Ça reste un sport qui est jeune, où il y a de la place vraiment pour continuer à s'améliorer. Et je pense qu'ils se tirent mutuellement les uns vers les autres. Clément est clairement le fer de lance, mais derrière, tout le monde a envie d'être le numéro 2 ou le numéro 3. Et que ce soit Maxime Deloyer, François Zola, il y a aussi des matchs entre eux pour être sur le podium. Et je pense que ça fait beaucoup de bien. Quand on a commencé l'aventure d'une équipe nationale, on était avec une moyenne d'âge qui tournait autour de 35 ans. Là, aujourd'hui, elle a déjà bien diminué. On est plutôt en dessous de 30. Et je pense que ça va continuer. Mais c'est un peu naturel. Oui, forcément. Mais c'est petit à petit aussi. Oui, il n'y a rien de choquant, entre guillemets. Alors, de nouvelles générations dans le paddle, mais également au niveau du tennis, le tennis féminin. Quel regard vous portez, Marie, vous, sur ces futures générations de joueuses ? Je dirais les nouvelles générations que je connais un peu et que je côtoie un peu plus, du coup, c'est plus des Sofia Kostoulas, qui pour moi font encore partie de la jeune génération. Anne van de Winkel, la nouvelle Yelin Van Drom qui arrive. Donc celle-là, clairement, on voit le futur de notre équipe nationale pour moi. Et pour être honnête, pour tout ce qui est jeune, catégorie moins 14 ans, etc., j'ai un peu moins de contact avec ces joueuses-là, ne retournant pas non plus nécessairement à la fédération à Mons, parce que c'est un peu loin pour moi. Voilà, je côtoie un peu moins la jeunesse d'un point de vue tennis, donc je me réjouis de voir un peu ce qui va suivre par la suite. Mais c'est sûr que c'est pas toujours évident en Belgique d'un point de vue de structure ou autre de mettre quelque chose en place. Donc j'espère que ça va pouvoir s'améliorer pour permettre aussi justement aux jeunes d'évoluer, de monter. D'atteindre ces objectifs. Donc, vous, je le rappelle, vous avez 29 ans, si je ne me trompe pas. Ça fait quelques années maintenant que vous êtes joueuse professionnelle et après avoir été à la 188e place, vous avez rodé autour, dans ces alentours. C'est un bon niveau, peut-être pas suffisant pour en vivre totalement. Donc vraiment, la question est, comment faites-vous finalement pour vivre de votre passion en sachant les coûts que cela entraîne ? Ouais, c'est sûr. Je dirais, c'est vrai que ça fait bizarre de se dire que ça fait déjà autant d'années finalement que je fais le circuit. Je me rends bien compte que j'arrive plutôt à la fin de ma carrière que j'en suis au début. Maintenant, j'ai toujours pensé que je n'ai pas atteint ma limite et je voulais toujours plus. Mais c'est sûr que j'ai aussi fait des choix parce que n'étant pas top 100, oui, on ne gagne pas des sommes astronomiques non plus, donc il faut un peu gérer. Et j'ai fait des choix comme quoi je voyage beaucoup seule à l'étranger, donc je n'ai pas tout ce qui est salaire ou autre d'un entraîneur. Parfois j'ai quand même l'aide aussi de certains sponsors qui m'aident, que ce soit une fondation Open Spirit, la communauté germanophone. On a des aides qui aident clairement. Et puis après, cette année était quand même, par exemple, une bonne année où j'ai quand même été chercher des titres, où j'ai eu des résultats constants. Donc on s'en sort, mais c'est sûr qu'on n'est pas à une place où on peut mettre beaucoup de côté.
Donc pour moi, c'est des choix qu'il faut faire, mais c'est sûr que l'objectif, c'est plutôt le top 100 parce que c'est un peu un chiffre où on se dit, à partir de là, en soi, on a déjà une valeur un peu plus importante, ce qui n'est pas vraiment vrai. Mais d'un point de vue financier, clairement, c'est à partir de là qu'on est beaucoup plus à l'aise. Et avec ces difficultés, comment vous gardez votre motivation? Il y a une bonne part de mentalité aussi. Je pense que oui, c'est clairement la mentalité de savoir qu'on peut encore atteindre plus. C'est un peu ça qui donne envie d'aller au moins aller jusqu'aux limites de sa personne. Et à ce moment-là, on peut s'arrêter en disant ok, j'ai atteint ma limite, j'ai été jusqu'au bout et voilà, il est temps. Ne pas avoir de regrets finalement. Voilà, pas avoir de regrets. Maintenant, il y en a beaucoup qui essayent et qui peut-être auront des blessures, ne pourront jamais atteindre cette limite, mais j'avais encore la motivation et la possibilité mon corps suivait encore, j'avais encore cette envie. Maintenant, je ne peux pas réellement dire jusque quand ça va se prolonger parce que voilà, c'est un peu année par année pour moi en tout cas maintenant. On rejoint un petit peu ce que Olivier vous disiez tout à l'heure. Et Marie, justement, je vous propose de revoir quelques images, je ne vais pas trop en dire, de votre jeu en 2012. 12. Non, ce n'est pas ça. Le tout sonore. Si, elle parle. Si. Ça va, on fait comme si de rien n'était là. Alors, il paraît que vous avez un jeu un petit peu atypique, une chipoteuse. Oui, c'est vrai que j'aime bien varier le jeu. Maintenant, la puissance, etc., c'est la base. Maintenant, tout le monde doit savoir jouer vite, etc. Mais c'est vrai que si on peut varier un peu et qu'on a une main pour un peu emmerder les joueuses, ennuyer les joueuses, ouais, il faut... Des images qui rappellent quelques souvenirs. Justement, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil à cette Marie de 17 ans? Oui, suis ta passion, écoute-toi aussi, même si ça prend du temps d'apprendre à se connaître. Et fais-toi confiance aussi, je dirais, et prends les choses en main, parce que c'est aussi là qu'on peut commencer à gérer sa programmation, son staff, un peu tout. Et je pense que ouais, c'est ça qui aide beaucoup, et confiance, et impose-toi. Et comment vous compensez le jeu? Vous n'êtes pas vraiment une joueuse puissante, alors que le tennis actuel féminin est assez puissant. Comment vous compensez par quoi, du coup? Quels atouts? Ouais, je dirais justement, j'ai un coup droit. Déjà, je suis gauchère, donc c'est un certain avantage. Et j'ai la facilité, on va dire, de changer les trajectoires, de trouver des angles qui est un peu plus atypique, on va dire, où c'est pas, il n'y a pas tout le monde qui peut user ses forces. Donc c'est un peu plus ça mon avantage, on va dire, parce que oui, je ne suis toujours pas et je n'ai jamais été la plus puissante du circuit. Donc il faut compenser par d'autres choses, et mon physique est, je peux jouer des matchs de 3-4 heures, ça ne me pose pas nécessairement de problème, mais c'est sûr que pour aller au-dessus, il faut une certaine puissance, et en plus de ça, moi j'utilise les variations dans mon jeu. Oui, c'est ça, c'est important. Olivier, j'imagine que vous rejoignez Marie à ce niveau-là. À 100%. Voilà, on est d'accord de trouver justement les points sur lesquels on peut s'améliorer lors des matchs. Alors là, on a fait un bond dans le passé, en 2012. Quels sont désormais vos objectifs pour 2025, Marie? Déjà, l'année commence par l'Australie, donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour moi. Et l'objectif, c'est de déjà, en même temps, savourer de cette expérience, parce que après coup, c'est pas quelque chose que je fais non-stop 4 fois par an, avec les grands chelems, etc. Donc ça reste quand même quelque chose c'est pas quelque chose que j'ai vécu maintes fois. Donc profiter déjà de cet événement et se donner à fond. Forcément, j'ai envie de me qualifier, d'une fois jouer le grand tableau, mais c'est aussi me donner à fond, jouer de mes forces, et le résultat suivra si déjà je mets mes choses en place à moi. Le reste n'est pas toujours contrôlable, mais mon objectif, oui, c'est une fois joué le tableau du Grand Chelem. Et ensuite, c'est pareil, en fait, je pars plutôt du principe que je dois bien faire les choses de mon côté déjà dans un premier temps,
parce que me mettre la pression de résultats ou autre, j'ai déjà essayé par le passé, ce n'est pas toujours quelque chose qui me convient. Donc c'est déjà être constant dans ce que moi je dois mettre en place pour performer. Et après, les choses extérieures, je peux pas les contrôler. Donc c'est déjà faire les choses bien de mon côté. Vous avez déjà débuté votre préparation? C'est le 2e jour. Voilà, on a profité des fêtes un petit peu, justement. Oui. Voilà, on va dire ça. Très bien. Et chez Padel Belgium, Olivier, quelles sont justement ces perspectives pour 2025? Alors, 2025 est une année, je veux dire, qui va être très importante. On doit confirmer ce qu'on a fait en 2024. On doit continuer à s'améliorer, et au niveau des structures, et au niveau du jeu, au niveau de l'encadrement. En 2024, on a pu faire la première formation ADEPS niveau 1, qui porte un nom magique que j'ai oublié, mais tout le monde comprendra. Je ne dirai pas. On va pouvoir capitaliser là-dessus. On a de plus en plus d'entraîneurs formés, on a de plus en plus de joueurs compétents. On organise nous-mêmes des tournois internationaux. C'est le début de tout. C'est une belle manière de le présenter. Alors, on parlait de l'Australie avec Marie. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, l'Australie, pour vous? Moi, elle m'évoque beaucoup de choses, puisque j'y ai été 15 fois à l'Australian Open. Rien que ça, monsieur. De 98 à 2012, non-stop. Je travaillais au BATD à l'époque, et j'ai commencé à accompagner des joueurs qui étaient d'illustres inconnus. Christophe Rocus, Olivier Rocus, Christophe Vliegen... Justine Hénin, enfin tout le monde à ses tout débuts en qualif les premières années, et puis dans le tableau final, et puis une année l'apothéose avec Justine qui gagne, c'est quand même pas banal. Des expériences incroyables. Mon meilleur souvenir restera 2000 où Christophe Rocus joue les qualifs, sort des qualifs, passe 3 tours dans le tableau et perd au 4e tour contre Kafelnikov sur le central en night session. C'est ça le plus beau souvenir? Ah ouais. 24 ans après, j'ai encore des frissons. Hein, oui. C'est pas en 2004 avec la victoire de Justine? Ça fait partie peut-être? Non, parce que alors, c'est fantastique de gagner un grand chelem, c'était pas le premier qu'elle gagnait. Et quelque part, c'était plus attendu que Justine soit à ce niveau-là. Oui. Christophe, déjà sortir des qualifs, c'était un événement. Mais alors, passer 3 tours dans le tableau, battre le 16e mondial et se retrouver contre le numéro 1 au 4e tour, c'est... Oui, là, c'était vraiment l'apothéose, on peut le dire, tandis que Justine, c'était sa 3e victoire en Grand Chelem à cette époque. Alors, justement, on va revenir en paddle et ici. Bon, voilà, il fait un petit peu plus froid, on est en janvier, je le sais malheureusement, mais on aura également des interclubs, non pas en janvier, mais en mars. On commence le 14 mars. Ok, très bien. Donc, pareil, une petite croix au calendrier, on pense avoir plus? On va faire ça bien, hein. On va faire ça bien. Donc, les 2 dernières années, on a chaque fois progressé de 50% en termes de nombre d'inscrits. Tout s'annonce plus qu'au beau fixe pour cette année. L'idée est de continuer à progresser. On a instauré pour 2025 un système de double créneau horaire, où donc, pour ne pas limiter les catégories les plus basses, elles pourront jouer à 2 moments différents dans le week-end. Et donc, ça permettra aux gens d'avoir plus l'opportunité de participer. On aura également en avril le premier paddle. Ça, c'est la perle de l'année. La moitié de l'Europe nous l'a envie. On va être à la 4e grosse édition. Il y en a eu d'autres avant, mais c'était plus confidentiel. Mais c'est la 4e édition à Tour et Taxis. La gare maritime est un écrin exceptionnel. Vincent Loreisen est un très très bon organisateur. On a beaucoup de chance d'avoir tout ça. Plein de belles choses donc, qui se présagent pour cette année 2025. Merci à vous d'avoir participé avec nous à cette première émission de l'année. Merci aux médias de proximité qui assurent le bon déroulement de cette émission ainsi qu'aux équipes de TéléMB. Et merci à vous de toujours être fidèles au rendez-vous de Service Gagnant. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. Bon week-end à tous.